Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission consacrée à l'emballage bois et plus précisément à son réemploi, son recyclage et sa valorisation. En effet, les emballages bois ont plusieurs vies et s'inscrivent parfaitement, et ce depuis très longtemps, dans le modèle de l'économie circulaire. Mais quels sont les circuits qui ont été mis en place pour améliorer sa durée de vie ? En quoi permet-il de préserver la ressource et de décarboner le secteur ? Comment les acteurs de la filière se sont-ils organisés ? Pour en parler autour de ces thématiques, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités autour de moi, qui sont Christophe Benetton, donc président de la commission palette de la Fédération nationale du bois. Bonjour. Bonjour. En duplex, François de Vivier. Vous êtes le représentant de la commission emballage léger en bois de la FNB. Bonjour à vous. Bonjour Julien. Et Christophe Guiberto, vous intervenez pour le compte du syndicat de l'emballage industriel et de la logistique associée. L'emballage bois, bonjour. Et l'emballage bois et ses solutions seront à l'honneur lors de la prochaine édition du salon Orforpac qui aura lieu en novembre à Paris-Nord-Villepinte. Merci d'avoir accepté cette invitation. Toute première question peut-être pour vous, Christophe Benetton. On parle de réemploi dans la palette déjà depuis longtemps en fait, mais ça consiste en quoi réellement ? Oui, effectivement, en fait, c'est un métier qui existe depuis plus de 30 ans, bien avant que le mot réemploi soit à la mode comme aujourd'hui. Alors, en quoi ça consiste ? En réalité, les entreprises de reconditionnement de palettes, ce sont comme ça qu'elles se nomment, vont chercher les palettes usagées dans les points de distribution, les amènent dans leurs entreprises qui sont des centres de tri et de réparation. Et les palettes vont être d'abord inspectées pour être triées, pour savoir si elles sont bonnes à l'usage ou si elles méritent une réparation. Si un plot est abîmé, si une planche est abîmée, il va alors être changé avant d'être remis dans le circuit logistique, c'est-à-dire relivré à l'industriel. D'accord. Alors, il existe plusieurs business models de ce réemploi de palettes, soit avec des pools qu'on appelle ouverts, soit avec des pools fermés. Des entreprises, les pools fermés en ont fait... certaines entreprises, ont fait de pools fermés leur business model, c'est-à-dire que les palettes leur appartiennent. Ils mettent à disposition des industriels ces palettes dont ils vont se servir pour transporter leurs produits. Les loueurs de palettes, donc les poolers, vont aller chercher les palettes qui leur appartiennent dans les points de distribution, les amener dans des centres de service pour être triés, réparés, et les ramener chez l'industriel. C'est ce qu'on appelle un pool fermé, et ce sont communément ce qu'on appelle les loueurs de palettes. Et puis, il existe un autre business model, qui sont les pools ouverts, où là, le produit appartient successivement aux différents acteurs. Donc, d'abord à l'industriel, il va envoyer ses produits sur ses supports de manutention chez le distributeur, et là, l'entreprise de reconditionnement va aller acheter la palette à reconditionner, va la reconditionner et va la revendre en palette d'occasion à un industriel. D'accord, donc on peut dire que la palette est un modèle d'économie circulaire, en tout cas. Absolument, depuis plus de 30 ans aujourd'hui. D'accord. Quelle autre forme de réemploi on peut trouver aussi dans l'emballage bois et peut-être plus précisément aussi dans le secteur de l'emballage industriel, Christophe Guiberto ? Alors la grande différence, c'est que l'emballage industriel est destiné avant tout à protéger des biens qui partent à grande exportation. Donc il dépend essentiellement effectivement des réseaux de collecte, de réemploi et de recyclage des pays dans lesquels il arrive. Plus qu'avant tout, ce sont des emballages normalement faits de façon unique et pour un usage unique et finalisé. Dans ces pays-là, alors certains pays qui n'ont pas encore organisé leur collecte peuvent se servir pour faire du bois de construction, des abris, essentiellement pour les populations locales. Ils sont souvent mis à disposition de la population locale pour faire la cuisine, se chauffer effectivement de façon indépendante. Quelques pays, effectivement, réutilisent les emballages industriels, alors surtout ici de France, parce que les emballages sont conçus selon nos spécifications plutôt robustes, et après une adaptation et un contrôle, une expertise de ces emballages, ils peuvent les réutiliser pour réexpédier des matériels industriels dans leur pays ou sur d'autres destinations. Et dans la grande majorité des cas, nous, sur l'emballage industriel, on va traiter plutôt nos déchets issus de notre production, plus qu'on est plutôt sur ces retours-là. Et dans ce cas-là, effectivement, nos bois vont être destinés à soit être broyés pour être transformés en plaquettes, pour servir sur des combustions directes, sur des chaudières industrielles, pour servir sur des collectivités. Je me rappelle, par exemple, l'hôpital d'Orléans, une chaudière effectivement biomasse qui va effectivement être alimentée par des déchets bois, ou transformé effectivement pour être transformé sous forme de pellet et alimenter éventuellement du particulier pour du bois énergie effectivement essentiellement. On retrouve aussi quelques utilisations de bois sous la forme de plaquettes pour transformer sur des panneaux d'ameublement, de construction et quelquefois dans le mobilier. C'est l'avantage des filières qui sont plutôt bien organisées effectivement en France et en Europe où le déchet bois a une utilisation ultime en toute fin d'utilisation. D'accord, donc une filière organisée avec quand même plusieurs circuits de débouchés en fait. Plusieurs circuits de débouchés, oui. D'accord. Une utilisation systématique.
François Devivier, l'emballage léger en fait aussi lance une étude pour développer les circuits de réemploi. Sur quelle piste aujourd'hui vous travaillez ? Alors, il existe aujourd'hui, on estime qu'à peu près un tiers des emballages légers en bois, notamment tout ce qui est cagettes pour fruits et légumes, va avoir une deuxième vie. De façon assez naturelle, ce sont des gens qui récupèrent eux-mêmes des maraîchers, qui remettent dans le marché. Néanmoins, on essaye d'avoir un objectif plus ambitieux et pour cela, on travaille sur 2 pistes de façon simultanée. La première consiste à vérifier l'innocuité du bois en réemploi pour le contact alimentaire. Est-ce qu'on a le droit chimiquement, enfin scientifiquement, de réutiliser une cagette et dans quelle mesure elle ne va pas mettre en danger la santé du consommateur en pouvant transmettre éventuellement des bactéries. Parce qu'évidemment, nous, c'est quand même le premier souci que l'on a, c'est quand même de garantir l'hygiène de nos emballages. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire sacrifier à l'optique du réemploi si c'est évidemment pour embêter l'hygiène publique. Donc, vous imaginez bien que, par exemple, ça, c'est possible pour une cagette, pour une barquette, pour une caissette à camembert, c'est évidemment plus compliqué. On imagine mal la personne collecter une boîte à camembert, utiliser, la réexpédier auprès de l'industriel. Donc, ça veut dire que déjà, on a quand même des secteurs qui pourraient être concernés par du réemploi et d'autres dans lesquels c'est strictement impossible pour notamment des questions hygiéniques. Et là où c'est possible, on est en train d'étudier la piste pour revitaliser le réseau de collecte et de remise en marché. À l'exemple de ce que fait la palette, qui est un modèle qui existait, on a un inconvénient majeur, c'est qu'effectivement, une cagette prend beaucoup de place, donc le coût de la logistique par rapport à la valeur transportée peut être un frein. Mais dans des boucles extrêmement locales, ce sont des pistes que l'on étudie et on incite aujourd'hui des gens à se réinstaller dans ce métier-là pour favoriser le réemploi de nos produits. D'accord. Alors, du coup, si l'emballage bois n'est pas un déchet, une fois réemployé, que devient-il ? Alors, effectivement, l'emballage bois n'est jamais un déchet. Alors, pour ce qui concerne la palette, je complète peut-être ma réponse de tout à l'heure. Une palette neuve va être réutilisée entre 8 et 10 fois en moyenne. Et puis, au bout d'un moment, elle est trop abîmée, donc économiquement, ce n'est plus viable de la reconditionner. Donc, elle va partir dans d'autres sources d'utilisation. À 70 à 80%, ce sont des sources d'énergie. Donc, ça va être réutilisé dans les chaudières biomasse pour fabriquer des granulés, comme ça a été dit, ou du broyat à destination des chaudières. Mais c'est également utilisé en matière première, par exemple pour fabriquer des panneaux agglo ou encore en mulch pour les aires de jeu, par exemple. Donc 100% du bois ou des résidus de bois sont réutilisés aujourd'hui dans d'autres filières. Ouais, et on voit la palette, c'est même devenu un élément assez tendance aussi, même en décoration. On peut le voir de plus en plus. Oui. Voilà, on sort un petit peu du spectre de la filière, mais en tout cas, c'est... Absolument. Puis, c'est anecdotique, mais ce sont plutôt les palettes neuves qui sont utilisées pour les salons de jardin. On parlait de bois de chauffage tout à l'heure aussi. Donc, le bois, c'est une source d'énergie renouvelable. Est-ce que c'est aussi une solution pour verdir un petit peu le secteur énergétique, Christophe Guiberto ? Alors, ça reste une des solutions, puisqu'on est sur un matériau naturel, effectivement, et qu'on trouve en abondance dans nos forêts françaises. Maintenant, elle ne peut pas être l'unique solution. Il serait ubuesque de couper du bois essentiellement pour chauffer la population française. Donc, ça peut être un complément, effectivement, pour des foyers, mais elle ne peut pas être une source unique. On doit travailler, effectivement, plutôt sur la collecte, la ramasse et le recyclage plutôt de tous nos déchets. Et aujourd'hui, la filière est plutôt bien organisée parce que depuis l'exploitation forestière jusqu'à la seconde transformation, aujourd'hui, on collecte tous les déchets de transformation, effectivement, pour les repasser en biomasse ou fabriquer du pellet pour pouvoir se chauffer. Mais couper, effectivement, de l'arbre naturel pour pouvoir se chauffer serait, je dirais, plutôt, ubuesque dans le sens où on a besoin plutôt de trouver de la valeur ajoutée à ces produits pour pouvoir les transformer. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le matériau naturel qui est le bois est un véritable puits de carbone. Il absorbe effectivement tous les CO2 qui sont dégagés, ou une grosse partie des CO2 qui sont dégagés effectivement par nos émissions, et il le garde effectivement, même une fois transformé. Il ne le recyclera qu'une fois
brûler ou quand il va se dégrader. Donc effectivement, on a un peu cette combinaison de se dire c'est bien pour chauffer du bois vert, mais malgré tout, c'est que quand on l'utilise en chauffage, il faut plutôt être bien équipé pour éviter les résidus de particules fines, et on sait qu'on va redégager systématiquement du carbone. Ce qu'on voit aujourd'hui quand on a des incendies est très important dans des forêts amazoniennes et autres, où on s'inquiète pour la palette parce qu'on a des remontées de carbone qui sont très importantes. Donc une solution effectivement complémentaire, pourquoi pas, mais elle ne doit pas être seule et unique effectivement dans notre chaîne effectivement de bois énergie. D'accord. François Levivier, du coup, quelles sont un peu les voies de valorisation qui émergent en fait aussi dans le secteur de l'emballage léger ? Eh bien, donc la première étape que j'ai rapidement évoquée tout à l'heure, donc c'est effectivement d'améliorer notre collecte, parce que si on a, pour arriver à reprendre la main sur notre flux et pouvoir l'orienter au mieux des intérêts économiques et environnementaux. Donc, en fait, ce qu'on va essayer d'éviter, c'est l'enfouissement. Même si l'enfouissement, l'avantage du matériau de bois, c'est que rien n'est catastrophique. Même si vous enfouissez un emballage en bois, il va se dégrader naturellement, lentement. Mais on va essayer de le favoriser. Donc, soit en réemploi, comme j'en parlais tout à l'heure, soit on travaille aussi beaucoup sur la partie compostage. Nous organisons aujourd'hui, avec plusieurs municipalités, dont la ville de Paris et quelques villes aux alentours, des réseaux de collecte des cagettes pour qu'elles soient broyées et déferraillées et qu'elles puissent venir comme un nutriment du compostage qui est organisé maintenant dans toutes les villes de France pour venir enrichir le compost. Et donc ça, c'est intéressant parce que c'est-à-dire qu'on appelle ça un recyclage en matière organique, donc qui est intéressant pour tout le monde. Mais comme le disent mes honorables confrères, la valorisation énergétique reste quand même néanmoins intéressante dans le cas du bois, car cela va venir en substitut d'autres énergies, notamment fossiles. C'est-à-dire que comme on a besoin d'avoir de l'énergie, autant le faire avec du bois, d'autant plus que ça va être une ressource locale, gérée durablement, on replante énormément, donc ça vous pose moins de questions générales. Donc on a vraiment l'aspect du réemploi, qui est la priorité. On peut faire du compostage, et il nous restera toujours la valorisation énergétique, qui, dans le cas particulier du bois, est quand même très intéressant. D'accord. Alors tout ça, ça s'inscrit quand même dans un cadre réglementaire qui évolue, qui impose, entre guillemets, de plus en plus le réemploi et le recyclage des gens d'emballage. Comment vous vous positionnez, notamment au niveau de la palette, par rapport à ces questions réglementaires ? Oui, c'est un sujet majeur pour nous. Effectivement, ça a été dit précédemment, l'emballage bois présente un certain nombre d'atouts pour répondre à ces nouvelles réglementations, mais la filière est déjà organisée depuis longtemps. Donc pour nous, c'est un enjeu majeur pour notre filière, pour préserver l'équilibre économique de notre filière, que ces réglementations soient adaptées au fait que la filière est déjà organisée depuis longtemps et donc soit reconnue au même titre que le recyclage comme une filière organisée et donc qu'elle bénéficie d'une éco-contribution adaptée, que ce soit pour le réemploi ou que ce soit pour la valorisation énergétique. Ce que vous attendez, en fait, c'est aussi une reconnaissance, finalement, quelque part, du travail qui a été fait déjà depuis de nombreuses années, justement, sur ce travail de réemploi. Alors, plus qu'une reconnaissance, c'est une taxe ou une éco-contribution adaptée. Il ne faut pas que... c'est notamment le sujet de la REP, responsabilité élargie du producteur, vienne impacter nos business models qui sont déjà en place depuis plusieurs années et qui ont fait leurs preuves. D'accord. Dans les nouvelles réglementations, Christophe Guiberteau, on parle aussi beaucoup d'éco-conception. Comment ça s'applique concrètement dans les bonnes pratiques de l'emballage industriel, l'éco-conception ? Alors, elle s'applique déjà dans le choix des matériaux utilisés. Donc, on est déjà sur la matière bois, la plupart du cas, qui est un matériau vraiment purement naturel, et quelques matériaux, ce qu'on va appeler... des matériaux d'éco-conception, éco-conçus à base de biomasse. On retrouve de plus en plus effectivement donc, de panneaux dérivés qui vont être associés avec des plaquettes de bois, mais aussi des matériaux où il va y avoir des substitutions effectivement de matières fossiles par des matériaux différents qui peuvent être des feuillages de maïs, des choses comme ça, du chanvre, encore qu'on va retrouver dans des phénomènes de calage, parce qu'on a besoin aussi de caler et de protéger nos équipements. Donc elle se travaille déjà par les aspects matériaux, et après l'éco-conception va se travailler déjà par une très bonne connaissance du besoin client. Je pense que tous autour de nos tables, on est aussi dans apporter le produit qui va rapprocher le plus du besoin du client en termes, de protection du matériel, mais deux, ne pas chercher à faire ce qu'on va retrouver dans le e-commerce et trouver des emballages assez volumineux et grands pour mettre des petits produits. Donc on s'adapte au plus juste en termes de dimensionnel déjà. On optimise la matière effectivement pour qu'elle soit au plus juste de la réponse que l'on doit apporter en termes de résistance pour assurer des flux de transport, logistique et de stockage.
Et puis derrière, elle va travailler effectivement sur des aspects de veille réglementaire, sur les nouveaux matériaux qui pourraient être conçus ou intégrés. On a aussi des industriels en France qui développent sous forme de programmes et d'aides des matériaux à base de bois déroulé pour remplacer de fortes sections de bois naturel qu'on pourrait avoir, donc pour repasser effectivement des billots beaucoup plus petits en déroulant. On va faire des sections de très grande longueur, de très fortes sections qu'on ne trouvait pas jusqu'à présent. Des gens qui vont travailler sur des matériaux effectivement pour utiliser au mieux notre forêt, sur d'autres essences, qui vont la travailler aussi en travaillant un peu plus sur les déchets pour les replacer effectivement. Alors beaucoup sur des panneaux, ce qu'on va appeler dérivés, on va les réutiliser, donc il y aura certainement effectivement de l'énergie pour produire ces panneaux, il y aura certainement des adjuvants complémentaires, mais ça permet malgré tout d'utiliser cette ressource et éviter d'aller en rechercher naturellement dans les forêts et la garder de façon naturelle et pour pouvoir continuer à exploiter nos activités. D'accord. François de Vivier, peut-être en conclusion de cette émission, les emballages bois, donc plusieurs vies, ça s'inscrit pleinement dans l'économie circulaire. Quelle est votre réaction ? Eh bien, si on fait un petit peu la somme de ce qu'on vient de se dire, on va voir quand même qu'entre le réemploi, la réparation, la remise en marché, le recyclage, le compostage et la valorisation énergétique, avec une ressource gérée durablement, je crois qu'on coche à peu près toutes les cases. Effectivement. En tout cas, merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Avant de nous quitter, je rappelle que le pôle emballage bois exposera lors de la prochaine édition du salon All4Pack à Paris-Nord-Villepinte. Allez rencontrer les industriels, en tout cas de l'emballage bois. D'ici là, je vous invite aussi à retrouver leurs solutions sur le site pôle-emballage-bois.com. Merci de nous avoir regardés et à très vite sur All4Pack.